Salut à tous, salut, donc c'est Revue Foot 26, le nouveau podcast sur le foot en Suisse. Donc vu que c'est la première, c'est un peu l'émission pilote, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Alors tout d'abord, premier truc, c'est que je ne serai pas tout seul. Je suis accompagné du grand Profé qui est ici avec nous. Alors comment ça va? Ça va bien. Alors, je sais pas si je suis grand ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on essaie de se rapprocher le plus possible du modèle. Ah, mais évidemment. Voilà. Donc voilà, non, en fait le concept est très très simple les gars, c'est comme ça, c'est Revue Foot 26, c'est tout simplement un podcast qui est fait en Suisse, qui parle de foot avec un humour décalé. Nous on espère qu'avec le temps, vous allez grandir avec nous, vous allez nous suivre, que vous allez pouvoir ensuite mettre des commentaires. On a plein de projets pour vous. Et donc, je me suis même pas présenté, donc voilà, moi c'est... Commençons par le début, Commençons par le commencement. Présentez-vous. Présentez-vous. Alors moi tout simplement c'est Claudio, voilà, je suis coach depuis maintenant plusieurs années. J'ai coaché aussi avec Profé qui est avec moi, qui fait ce projet, on fait ce projet ensemble. Et c'est vrai que nous depuis tout petit, le foot c'est notre vie, c'est notre passion. On vit de ça, on mange ça, on regarde ça, on s'habille foot. Enfin je veux dire c'est vraiment sans aucun blasphème, c'est vraiment une religion pour nous. Et donc, on aimerait, grâce à ce podcast, un peu essayer de faire partager cette passion et cette envie-là pour le foot. Donc, juste que vous sachiez un peu, les gars, pour la structure du podcast, elle sera de toute façon tout le temps la même. De toutes les émissions, on aura de toute façon une introduction. On espère avec le temps pouvoir interagir avec vous, pour qu'on puisse un peu revenir sur les sujets que vous nous avez lancés. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur Spotify, sur YouTube. Sur le blog de Wodaron, on sera partout les gars, donc essayez vraiment de mettre un maximum de force. Et puis voilà, l'introduction c'est ça. Ensuite on aura donc une première rubrique qui sera sur le foot suisse avec 3 sujets de prédilection. Je vous dirai les sujets plus tard. Deuxième rubrique football international avec tout ce qui se passe un peu dans le football international. Alors de nouveau 3 sujets, on va pas non plus pouvoir parler de tous les championnats même si on aimerait bien. Quatrième, on se fait plaisir avec un sujet spécial, peut-être avec des intervenants, des interviews qu'on pourra vous proposer par la suite et pour le futur, ainsi que une dernière phase en conclusion. Donc est-ce que vous avez des questions dans la classe? Levez la main si vous avez des questions. Oui, moi j'en ai une. Ouais, vas-y, allez. Mais pourquoi le foot suisse? C'est intéressant. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir mettre la lumière, comme Caris dans le 9-3, mais mettre la lumière sur le foot suisse et puis rendre un peu ce championnat un peu intéressant parce que c'est vrai qu'il s'en passe des choses et voilà, on aimerait les découvrir avec vous, on aimerait partager ça avec vous, donc voilà pourquoi le foot suisse. Donc, ce qui est important d'ajouter, c'est que on connaît le niveau quand même du foot suisse. On fait pas partie des top 5 des championnats d'Europe. Par contre, je trouve sincèrement, et je pense que toi aussi, que dans le foot suisse, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de belles histoires, il y a quand même des belles choses à regarder, parce que c'est pas non plus catastrophique. Clairement. Donc voilà, on aimerait bien mettre ça en lumière et en parler plus peut-être à un public francophone qui connaît pas ce championnat folklorique. En tout cas ça c'est peut-être l'objectif. Folklorique, c'est le bon mot. Et effectivement. Donc écoute, si pour toi c'est bon, moi aussi, je te propose qu'on passe tout de suite à la rubrique foot suisse. Donc, c'est maintenant les gars, à tout de suite. Il est blessé. Il jouait, il est blessé. L'arrogance. Quand on m'a rapporté qu'il ne reconnaissait rien avoir fait, j'étais vers lui, puis je lui ai rafraîchi la mémoire avec 3 paires de baffes à coups de pied dans les fesses. Rire, c'est bon pour la santé. Rubrique football suisse, donc aujourd'hui les 3 sujets qui nous sont proposés par l'immense et l'excellent rédacteur en chef qui est moi-même et Profé. Excellent. C'est tout simplement le championnat, les gars. Le championnat de cette année, il est incroyable. On a 4 équipes, on va en parler en détail. On a 4 équipes qui peuvent encore prétendre au titre. Donc ça, c'est quand même fou. Pour se dire que c'est un championnat d'un niveau moyen, sans manquer de respect à personne, c'est quand même fou que tu aies autant d'équipes qui peuvent prétendre à devenir champion. Deuxième sujet, c'est le FC Bâle, qui est complètement Shaqiri dépendant, ou pas. Donc là, on aura aussi quelques infos là-dessus.
Et le troisième sujet, c'est le sujet du joueur de Boris Cespedes de Yverdon Sport. Qu'est-ce qui se trame du côté d'Yverdon-les-Bains? Donc là, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Commençons par le commencement. Championnat serré, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est que ça fait plaisir, premièrement, d'avoir un championnat aussi serré. Pour quelle raison? C'est qu'on a eu une hégémonie pendant des années du FC Bâle, je sais pas si tu te rappelles. 7 ans de suite, c'est ça? Les anciens. Ouais, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça. On a eu cette hégémonie-là, on a eu Young Boys entré en temps. Donc voilà, c'est clair que ça rend le championnat un peu moins intéressant. Là, les forces en présence sont plus éparses. Il y a eu des joueurs qui se sont révélés. Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont fait plaisir même au niveau du jeu. Il y a aussi peut-être cette nouvelle génération d'entraîneurs maintenant qui arrive avec des idées plus internationales, on va dire, même si c'est vrai. Pour certains, je pense notamment à Celestini qui est bien de chez nous et qui a quand même des idées. Ouais, c'est un peu ton chouchou, on va pas se mentir. Ouais, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup dans ce qu'il produit et ce qu'il propose. Ça c'est clair. Non, mais évidemment, c'est un ensemble de choses qui fait que, mais juste pour rappeler un peu le tableau comme il est, donc juste, on est en train de parler de finir en première place parce qu'après tu auras donc une deuxième phase de championnat et donc là on a 4 équipes qui sont en course, qui est Servette, Bâle, Lucerne et Lugano. On aura l'occasion d'en reparler en quelques détails. À froid, comme ça, qui c'est que tu vois tenir sur la durée? Alors personnellement, après on va me dire peut-être que j'exagère, mais je trouve que Servette a le projet le plus cohérent depuis des années, qui est construit, qui amène le plus de constance. Là j'ai une stat pour vous si vous voulez, mais ils sont sur une excellente série. D'ailleurs c'est l'équipe la plus en forme du moment. C'est 5 victoires et un nul durant les 6 derniers matchs. Donc c'est vraiment constant, ça a une idée de jeu, ça développe depuis des années. Notamment depuis la formation, tu as des joueurs qui sont extrêmement influents. Kuteza, je pense à lui parce que c'est le premier gars qui me vient, même s'il y a évidemment, Derek, évidemment. Même s'il y a des petites histoires apparemment avec lui, je suis pas dans les coulisses, mais c'est ce que j'ai vu des supporters servétiens. Je pourrais aussi vous dire que il y a peut-être un petit point faible du côté de Servette, c'est peut-être les matchs à domicile où c'est la 6e meilleure équipe de Suisse. Donc attention à voir ce qui se passe. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est le projet le plus cohérent, le plus solide, qui n'est pas dépendant d'un seul joueur. On va en débattre plus tard avec Shaqiri, mais pourquoi pas dire que sur le long terme. Je te rejoins sur le fait qu'ils sont pas, effectivement, ils sont pas dépendants d'un seul joueur. On a Stevanovic, Crivelli, Kuteza, donc vraiment des joueurs à Servette qui peuvent faire la différence. C'est effectivement un bon prono, en vrai de vrai, c'est un bon prono. Bâle, on a Shaqiri effectivement, Lucerne et Lugano encore derrière. Je veux juste rajouter un tout petit point sur Servette. Il y a plein de médias qui critiquent Servette en ce moment parce que la forme, donc le football proposé n'est pas bon. Comme dirait Didier Deschamps, ils sont dégueulasses. Voilà, pour reprendre les propos d'un grand maître. À la fin, c'est le résultat qui compte. Ouais, même pas tout à fait d'accord, parce que oui, c'est clair que tu as des périodes peut-être où tu joues moins bien, où tu arrives moins bien à appliquer ton idée de jeu ou en tout cas la philosophie de ton club. C'est sûr, notamment parce qu'il y a aussi le côté humain avec des problèmes avec Kuteza, comme on l'a dit, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un projet extrêmement cohérent sur la durée, qui part de très loin dans les racines. On a appelé des gens pour venir structurer le club de France, notamment de l'Olympique Lyonnais avec Monsieur Bono. Voilà, c'est des choses comme ça qui me montrent, moi en tout cas, je me dis, ça sent bon maintenant, ça sent bon aussi pour la suite, parce que c'est bien de gagner une fois le titre, on l'a vu dernièrement, où tu peux gagner le titre et te retrouver 7e du classement sans vouloir manquer de respect à personne. Mais voilà, sur la durée, sur l'ensemble, sur le collectif, comment il se présente, sur les automatismes, je me dis, pourquoi pas. Et t'as dit quelque chose de très important, même s'ils sont dégueulasses, au final, t'arrives quand même à gagner tes matchs. C'est ce qui compte aussi. Donc, non, mais évidemment. Voilà, donc, écoutez, course très très serrée. Hâte de voir ce qui va se passer. Lugano qui est maintenant dans une méforme quand même, juste pour clore ce sujet-là. Lugano qui perd en Coupe de Suisse contre l'FC Bienne. Lugano qui perd en Conference League. Lugano qui perd leurs 3 derniers matchs en championnat. C'est un peu une crise là, quand même. Sans parler de crise, parce que t'es 4e du championnat, c'est pas une équipe qui forcément va galérer, disons. Mais voilà, c'est clair qu'au niveau mental... Mais tu vois encore le capitaine Renato Steffen qui s'embrouille à Thun là, contre des supporters parce que voilà, ils perdent le match contre Cluj.
c'est pas, voilà, tu sens que l'ambiance dans l'équipe, c'est pas le top, quoi. Forcément que ça va créer des choses. Est-ce que maintenant, c'est quand même des footballeurs professionnels, je me dis, c'est des choses que tu dois gérer. T'as un championnat à jouer, t'es bien classé, t'es encore dans la course. Ça fait partie du footballeur professionnel, tout simplement, d'avoir des déceptions, l'élimination en Conference League. Voilà, on s'attendait peut-être à mieux d'une équipe comme Lugano. Maintenant, c'est arrivé. C'est une équipe qui n'a pas d'expérience en Coupe d'Europe. Je me dis, bon, quelque part, c'est logique. Cluj, on en dit ce qu'on veut, mais c'est quand même une équipe qui a joué l'Europe. C'est quand même un club qui a plus l'habitude que Lugano, je pense. Je peux me tromper dans les stats, mais je pense. Effectivement. Voilà. Ce qui fait plus mal pour moi, c'est peut-être, et en étant bien loin moi-même, mais c'est peut-être l'élimination contre le FC Bienne, où là, vraiment, c'est une contre-performance. Ça peut jouer sur le moral. Si vous regardez les séries, là, il y a vraiment une très mauvaise série en ce moment. C'est 4 défaites, 1 nul et une seule victoire sur les 6 derniers matchs, donc c'est compliqué pour Lugano. Je comprends. Deuxième sujet, je propose qu'on passe au deuxième sujet. Toi, t'en as pensé quoi de ce FC Bâle déjà? Et est-ce que tu penses que Shaqiri, quand il est venu dans le championnat suisse, déjà, est-ce que c'était une bonne recrue pour le FC Bâle? Là, aujourd'hui, c'est un peu facile de répondre vu que les stats répondent aussi, mais je pense que l'avenue de Shaqiri, personnellement, peut être, à apporter quand même plus de visibilité au championnat. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Shaqiri a apporté plus de visibilité au championnat? Peut-être. Maintenant, c'est clair que c'est pas une bête médiatique. C'est pas quelqu'un qui va te ramener comme, je donne un exemple extrême, mais Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, c'est pas ça. Maintenant, pour nous, en Suisse, j'essaie de pas être trop méchant, mais disons que pour nous, en Suisse, vu le statut du joueur en équipe nationale, avec tout ce qu'il a apporté, avec le talent aussi, on va pas se mentir, Shaqiri est un joueur très talentueux. Oui, ça m'aide la visibilité. En tout cas, en Suisse, ça donne plus envie de regarder le championnat maintenant qu'il y a Shaqiri. Ouais, ça, c'est mon opinion. Avec toi. C'est quand même fou parce que je l'ai vu en live, je suis allé voir un match, je suis allé voir FC Zurich, FC Bâle il y a 2-3 semaines, et c'est quand même fou que tu le regardes et il a tout le temps le bon placement, il a tout le temps la bonne passe, il a tout le temps le bon tir, il a tout le temps la bonne décision, et pourtant il fait pas énormément de kilomètres pendant le match. Je dirais même que je pense qu'il a déjà été en meilleure forme dans sa vie physiquement, et malgré ça tu vois qu'il est vraiment partout, et ça, le FC Bâle, ça se ressent aussi dans les résultats, justement, d'où notre sujet. Est-ce que le FC Bâle est Shaqiri dépendant? Est-ce qu'il est Shaq dépendant? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une question compliquée. Pourquoi? Parce que sur le terrain, je vous dirais que oui, quand même. Et c'est là que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que Shaqiri, comme tu l'as dit, voilà, il est très intelligent, il a tout le temps bon placement, parce que je pense aussi que physiquement, il atteint des limites, et même en Super League, pour lui, c'est peut-être compliqué physiquement. Par contre, il y a 2 stats ou 3 stats avancées que j'aimerais te donner. Une, parce qu'elle me surprend énormément, et 2, parce que ça montre toute l'ampleur en fait de ce joueur dans un championnat comme la Super League, avec son talent et ce qu'on va lui demander et l'intelligence qu'il a. Dans les passes tentées par 90 minutes, il est à 52,43 par match. Okay. Il est dans le 92e centile, c'est-à-dire qu'il est entre, si vous savez pas ce que c'est le centile, c'est une stat avancée qui montre à peu près par rapport aux 90 minutes de énormément de joueurs en Europe où on se situe. Et 92e centile, c'est-à-dire qu'il est dans les 8 meilleurs pourcents à ce niveau-là dans les passes tentées. Et surtout, il est 94e centile dans les passes progressives, c'est-à-dire que c'est un des meilleurs joueurs d'Europe et des joueurs observés par Opta. Dans cette statistique-là, c'est énorme parce que on sait qu'aujourd'hui les passes progressives, c'est ce qui est beaucoup demandé dans le football moderne. Avancer, permettre de casser des lignes d'avancer. Pour vous donner la petite stat qui veut tout dire et rien dire à la fois, il en tente, ou en tout cas il en réussit 7,16 par match. Ça fait quand même une grosse différence, ça peut créer beaucoup d'occasions. Et la petite qui m'a un peu choqué mais qui est intéressante, c'est le nombre de duels aériens gagnés. Pour un joueur aussi petit que Shaqiri, c'est 72e centile. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour un joueur aussi petit, mais ça veut dire aussi qu'il sait utiliser ses capacités physiques pour gagner ses duels. Voilà. Et pas que, ça veut dire aussi qu'il est au niveau de la coordination, il est tout le temps là à la retombée du ballon pour essayer d'en tirer un maximum. Et là, on revient aussi un peu à l'expérience qu'il amène au FC Bâle. Maintenant, voilà, alors on lui souhaite, comme dirait Aganelli. Voilà, merci. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. Mais s'il devenait à ne plus jouer demain au FC Bâle, qu'en serait-il des Bâlois? Est-ce que tu crois qu'ils arriveraient quand même? Parce que là, on a quand même vu, je crois que c'était contre Saint-Gall, si je ne me trompe pas. Il faudrait qu'on vérifie encore.
dit les gars, on n'est pas du tout, voilà, nous on vient préparer, mais on vient avec le cœur surtout. Donc je crois que c'est contre Saint-Gall, chaque sort et ils perdent ou ils égalisent le match. Donc c'est quand même fou que dès qu'un monstre comme ça n'est plus sur le terrain, ça crée une immense différence. Je pense que là le problème, enfin tu me dis qu'est-ce que t'en penses, mais je pense que en tant que coach, là on rappelle c'est Celestini, en tant que coach, tu n'as pas de profondeur de banc, tu mises quasiment tout sur Shaqiri. À partir du moment où il est fatigué, tu le retires, et ça, parce que le type joue en Coupe de Suisse, en championnat, et ci et ça, tu le retires un tout petit peu, l'équipe vacille, c'est quand même un peu dommage ça. Bah, c'est dommage, oui et non, et c'est prévisible surtout. C'est prévisible parce que Shaqiri, en dehors du fait des stats et de l'influence qu'il a sur le terrain, je pense que la plus grosse influence que ce joueur a, c'est dans le vestiaire. Parce qu'au FC Bâle, tu as beaucoup de jeunes talents, énormes talents. Le FC Bâle est une machine à talent, il faut le dire quand même. D'après ce que j'avais vu, l'observatoire de Neuchâtel, le CIES, ils sont juste derrière lui dans la formation. En tout cas, pour les joueurs qui jouent le plus en Europe dans les 5 grands championnats, ils sont deuxièmes. Encore, on a vu avec Renato Vega qui est parti à Chelsea. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes talents, mais inexpérimentés. Et un mec comme Shaqiri, dans les vestiaires, avec son expérience, dans les moments difficiles, évidemment, qui fait une énorme différence. Et quand il sort, bah oui, forcément, tu as beaucoup moins de cerveau, beaucoup moins d'expérience, sans vouloir mettre méchant cerveau si tu y foot, hein, j'entends, c'est normal que les jeunes joueurs doivent en avoir moins. Tu as beaucoup moins ça sur le terrain. Ouais. Et bah, d'ailleurs, je serais Celestini aussi, hein, je miserais sur lui, c'est clair. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, pour clore juste ce petit sujet, tu parlais du fait que FC Bâle fournissait énormément de joueurs. Il y a aussi ce fameux Dominique Schmidt qui est en train de faire des excellents perfs avec FC Bâle. Fabio Celestini a déploré, je cite, que Murat Yakin ne l'ait pas pris pour les matchs internationaux qui viennent. Donc voilà, c'est quand même voilà, ça fait partie des grands en Suisse. J'ai eu la chance de les jouer plusieurs fois. Je peux dire que ça paraît très très bien et je pense que c'est tout simplement un peu dommage qu'il soit autant Shaqiri dépendant aujourd'hui, mais le fait qu'il soit là, ça apporte énormément. Je pense que ça apporte aussi beaucoup dans les vestiaires, comme tu l'as dit. Exactement. Pour le troisième sujet qu'on avait aujourd'hui pour nos chers Suisses, c'est Boris Epedes à Yverdon Sport. Donc juste on vous réexplique un tout petit peu le concept. Ça fait partie des meilleurs joueurs, faut pas dire peut-être ou dans le top 2, 3 des meilleurs joueurs d'Yverdon Sport. Yverdon Sport qui connaît une saison un peu difficile et Boris Epedes ne joue pas. Voilà. Il ne joue pas. L'entraîneur Tramezzani dit qu'il est blessé. L'agent de joueur dit pas du tout, il n'est pas du tout blessé, il peut absolument jouer en équipe nationale, il faut le faire jouer, etc. Et on apprend aussi qu'il y a une clause de revalorisation salariale après 70% de matchs joués, ce qui pourrait expliquer sa mise à l'écart. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là ? Alors c'est ça qui est un peu ironique, parce qu'en Suisse on n'a pas l'habitude de voir ça. J'ai l'impression que ça se fait beaucoup ailleurs, on parle beaucoup de ce genre de choses où on parle beaucoup de salaires, notamment en Angleterre où ils sont énormes, avec des agents qui ont beaucoup d'influence, où on commence à connaître, puis Inzaghi, tout ça, notamment maintenant avec Neymar, que Pini avait proposé au Bayern. En Suisse on n'a pas l'habitude. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement le double discours, avec un club qui défend ses intérêts, parce que je pense que oui, en étant international bolivien, si je m'abuse pas, il est international. Hein. Oui, il me semble, oui, bien sûr, il est international. Ton salaire est forcément plus élevé si tu es international. Pour un club comme Yverdon, qui n'a pas forcément un salary cap énorme, ça pèse. Et donc, si tu as une revalorisation, en plus, il en a déjà eu une en 2022-2023, je pense que ça pèserait énormément. Maintenant, c'est ça la question. C'est dans la communication. Est-ce que c'est une bonne chose au niveau communication à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a d'information, de mentir? Parce que tu passes, sans vouloir être méchant, tu passes l'entraîneur, malheureusement c'est lui qui va au feu, il passe un peu pour un con. Voilà, parce qu'il n'a pas trop le choix, il doit. Alors, c'est un peu la langue de bois. Par contre, je peux comprendre que financièrement, le club doit aussi faire gaffe à ce qu'il fait. Je comprends. Et que s'il y a une revalorisation salariale de 70%, il faut quand même être sûr de quand est-ce qu'il peut jouer ou pas. C'est ni la faute de l'entraîneur, ni la faute du joueur, et encore moins la faute de l'équipe. Mais ce genre de situation est très délicat, je pense, à vivre en tant qu'entraîneur principal, à mon avis.
Oui, parce que t'as envoyé au feu et puis que même au niveau football, hein, tu peux pas utiliser tes joueurs clés parce que des trucs hors foot que tu n'as pas décidé. Pour l'entraîneur, ça va être très compliqué. Maintenant, d'après ce que je vois ici sur Capology, le contrat expire en juin 2025. Ouais. Il y a forcément des négociations. On n'est pas au courant, on n'a pas évidemment. On n'est pas à l'arrière, mais voilà, il y a forcément ça qui se joue. Au niveau de l'agent de joueur, c'est très bien joué puisque il met un peu la pression sur Yverdon à ce niveau-là. C'est des choses hors foot je trouve personnellement qui décident de trop de choses aujourd'hui dans le football et je trouve ça très dommage. Ah, c'est clair. Top, moi je te propose qu'on passe directement au foot international, si ça te dit. Allons-y. Allez, top. Foot international, c'est parti. Le football, il a changé. Final. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Foot international, salut les gens. Donc on est là pour reparler du football, mais cette fois à l'international. On a 3 sujets de prédilection. On a Neymar, le renouveau à Santos, les gardiens de Champions League, parce qu'on a eu la Champions League ces dernières semaines, c'était juste un truc de zinzin les gars. Et Fonseca, suspendu jusqu'en novembre 2025, donc 9 mois de suspension. Il peut même pas visiter son vestiaire à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est les 3 sujets qu'on va parler. Donc, je te propose qu'on commence, qu'on commence la rubrique avec Neymar. Neymar, retour à Santos, qui part de Al Hilal par la petite porte. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est quelques minutes jouées pour 280 millions. Un transfert d'environ 90 millions d'euros et qui repart avec quelques minutes jouées donc par la petite porte. Et il revient à Santos. Qu'est-ce que tu en penses du transfert? Et après on pourra faire un petit aparté sur Neymar, mais sur le choix de carrière, sur le transfert, t'en penses quoi? Logique, et je pense qu'Al Hilal, il faut savoir qu'Al Hilal en Arabie Saoudite est certainement un des clubs qui dans sa structure est le plus professionnel. C'est les mecs qui sont le mieux équipés, ils ont les gens les plus compétents. D'après ce que j'ai compris, Al Hilal vend Neymar parce qu'au niveau physique, c'est-à-dire que dans ce qu'il peut il donner... Il le vend pas, hein. Il est parti libre. Ah, pardon, il part libre. C'est ça qui est fou. Le transfert se fait. Voilà, transfert se fait, si vous voulez. Désolé, tic de langage de dire vendre. Le transfert se fait parce que Al Hilal dit il n'est plus capable de donner les performances d'un joueur professionnel. Exactement ça. En tout cas, du niveau qu'on attend. Au Brésil, forcément, zone de confort. On sait qu'il était. C'est quand même quand vous voyez arriver là-bas et qu'il est accueilli comme une légende. Forcément, mentalement, même si tu n'as plus les jambes, je pense que ça peut t'aider à te remettre dans un contexte qui est favorable pour toi. Peut-être on a vu aussi qu'il était de retour avec le Brésil. Malheureusement, il vient de se blesser encore. Mais voilà, c'est un retour parce que. Mais on va pas se mentir, Neymar, pour tous les amoureux de foot spectacle, de foot champagne, de tous les romantiques du football, Neymar, c'est un immense regret parce qu'on l'a pas eu assez longtemps. Donc pourquoi pas, on espère tous. C'est un peu le petit enfant qui regarde sa télé en se rappelant un peu ce qu'il a vu avec Ronaldinho, etc., qui se dit j'espère, parce que c'est le dernier magicien, j'espère qu'il se remet, mais pour être très honnête avec toi et avec vous, je pense que ça va pas être très long. Je suis content pour lui parce qu'il a l'air heureux d'être là-bas. Maintenant, je pense qu'on ne le reverra plus du tout. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Alors justement, sur les réseaux, il y avait de ceux qui disaient que voilà, Neymar va retourner à Santos, va tout casser au Brésil, une équipe en Europe va le reprendre, il va refaire une saison en Champions League, va gagner la Champions, le Ballon d'Or, merci, au revoir, l'histoire est terminée. Parce qu'on a tous un peu cette frustration d'avoir vu Neymar au Barça, d'avoir vu Neymar même à Paris, hein, de faire des trucs de zinzin et de pas gagner le Ballon d'Or, ou bien pas de pas survoler le foot comme il était censé le faire. Alors, je vous dis les gars, très sincèrement, je pense que c'était, pour moi en tout cas, dans les dernières années, un des seuls qui pouvait, on parle tout le temps de s'asseoir à la table, je pense que c'était un des seuls qui aurait pu s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo, mais ça c'est juste mon avis. C'est juste que, voilà, Neymar, malgré tous ces chichis, ces machins, ces trucs, ça reste un immense joueur, l'intelligence de jeu, la technique qu'il a, il disait que c'était le dernier joueur qui donnait une raison aux gens d'aller au stade. Je pense que sincèrement, je suis extrêmement d'accord avec ça. Et après, t'as les mauvaises langues. Non, t'as les autres personnes qui disent ouais, mais il simule tout le temps, etc. Les gars,
Moi, je suis dans le foot, je regarde le foot, je suis coach, etc. Je vous dis que quand vous avez une vitesse d'exécution autant grande que Neymar, si vous êtes défenseur, c'est sûr et certain que vous allez être en retard. Ou vous anticipez l'anticipation de l'anticipation, ou si vous arrivez pour lui prendre le ballon, il est déjà parti, vous touchez la jambe. Ça, c'est, je veux dire, voilà, alors on peut aimer, pas aimer, mais en tout cas, c'est des choses qui lui sont propres à lui. Et moi, franchement, sincèrement, je te dis, ça m'a fait super plaisir qu'il retourne à Santos. J'espère juste qu'il casse tout comme il est censé faire et comme il était censé faire depuis le premier jour. Mais je pense que si on est honnête, c'est comme tu as dit, je pense qu'au niveau de l'attitude, évidemment il était chiant, évidemment que son roulé par terre, il y a eu des mèmes là-dessus, évidemment qu'on n'aime pas ça. Mais si tu es un amoureux de foot, si tu aimes ce sport, tu dois reconnaître le talent, tu dois reconnaître qu'il nous a fait plaisir, même à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'à Paris c'était une catastrophe, c'est pas vrai, il a été excellent. Il y a beaucoup de joueurs qui ont témoigné par rapport à ça en Ligue 1 en disant « Ah, c'est ça le top 3 mondial ». Oui, c'est ça le top 3 mondial, c'était ça. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Après, l'hygiène de vie, encore une fois, il y a beaucoup de débats sur l'hygiène de vie de Neymar. Les gars, sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de footballeurs professionnels qui fument la chicha, qui se respectent pas. C'est pas tous des Cristiano Ronaldo. Et ça peut... Oui, c'est clair que ça affecte tes performances, mais ça, à ce niveau-là, au niveau de autant de blessures, je pense aussi qu'il y a un problème mental. Je pense aussi que dans sa vie personnelle, Neymar, il y a des choses peut-être compliquées. Il a vécu des procès, on se rappelle, avec... Ah oui, c'est vrai. La fameuse phrase de Riolo, on s'en rappelle. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup ça. Malheureusement pour lui, il est très fragile. Et je pense sincèrement, j'espère comme toi, on reverra Neymar au niveau. Mais j'ai du mal à y croire. Ah, mais après, alors, on va passer au prochain sujet tout de suite. Je vais juste clore sur Neymar. C'est vrai que je pense au niveau des supporters parisiens, peut-être qu'on aura un jour l'occasion d'en parler sur un autre sujet. Je pense qu'à mon avis, ce qui lui en voulait, c'était plutôt l'intégration. C'est vrai que tu passes plusieurs années au Paris, tu sais dire croissant, bonjour. Bon, voilà. Comment ça va, bonjour. Ouais, ok. Vitinha, ça fait quelques temps et il parle parfaitement français. Bon, voilà. Mais ouais, effectivement, ouais. Donc Neymar, on le souhaite vraiment tout de bon. Je propose qu'on passe au deuxième sujet. Les gardiens de Champions League. On a vu cette semaine et ainsi que les dernières semaines des matchs de fous furieux, les gars. Des matchs de fous furieux. Je vous donne juste quelques exemples. Match aller. PSG Liverpool. Alisson sauve Liverpool un nombre incalculable de fois. Si Courtois, on a eu l'Atlético Madrid, Real Madrid, le match retour, Courtois qui sauve son équipe incalculable de fois malgré les tirs d'Alvarez, etc. Donc aujourd'hui, en 2025, gagner une Champions League, c'est pas qu'une équipe, c'est une équipe avec un gardien solide, qui a l'air solide. Alors ça, c'est un vaste sujet que j'adore parce que on l'a pas précisé, mais je suis aussi formateur, donc entraîneur à un niveau amateur, mais quand même. Il y a quelque chose qui est énorme, c'est à quel point l'influence d'un gardien a augmenté ces dernières années. On sait que Guardiola, notamment, qui est un énorme influenceur dans le foot, adore vraiment les gardiens qui sont capables d'être joueurs de champion, on va pas se mentir. Il adore ça. Il a dit d'ailleurs que son rêve était d'avoir 11 milieux de terrain. Je pense qu'on se dirige beaucoup vers ça. Je pense que l'influence des gardiens se grandit de jour en jour. Plus les jours passent, plus l'influence grandit, notamment dans les relances courtes. On sait que même nous, on adore ça, on travaille là-dessus. L'influence de mon gardien, moi, en ce qui me concerne dans mon équipe, elle est de plus en plus grande aussi. Je le vois même dans mes réflexes à moi. C'est vraiment, ça devient vraiment un poste. Il était déjà clé, mais là vraiment, la polyvalence qu'on leur demande, l'intelligence de jeu aussi, parce que on les utilise aussi comme des défenseurs centraux à la relance. Elle est énorme. Et en plus de tout ça, on leur demande d'être bons sur leur ligne. C'est vraiment impressionnant. Et pour être franc avec vous, les joueurs de champ qui m'ont le plus impressionné ces dernières années, ça, c'est les gardiens. Je trouve que le niveau est stratosphérique. Et vraiment, ils sont impressionnants et que leur influence grandit de plus en plus. Et ça, de nouveau, on l'a vu aussi, c'est ce que je te disais, on a vu dans ces dernières semaines, c'est quand même fou que tu aies des matchs qui soient décidés carrément par des gardiens. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand tu as des Courtois, des Alisson, des Chesney, etc., qui arrivent à garder leur équipe autant solidement sur le terrain, ça fait énormément, je pense. Alors, je pense qu'au top niveau, oui. Pour pas citer Tuchel, top. Mais au top niveau, au top niveau, oui, effectivement. Quand tu as autant de qualité sur le terrain où
les écarts se réduisent de plus en plus, parce que le football devient de plus en plus homogène aussi, il faut le dire. C'est pour ça que certains le trouvent ennuyeux. Ce qui fait la différence, c'est le facteur X, forcément. Faut pas citer que Guardiola a cassé le football, bien sûr. Exactement, il a cassé le football. Bon, ça c'est un autre débat qu'on fera pas ici, mais on pourra en débattre déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est un poste clé aujourd'hui qui fait d'énormes différences parce que, comme je l'ai dit, les relances courtes sont de plus en plus importantes dans le football. Il y a très peu d'équipes qui relancent long et ils sont les premiers relanceurs. Donc, à la construction et dans leur but, ils ont vraiment cette double casquette où ils doivent. C'est le premier joueur offensif et quelque part maintenant, c'est devenu le défenseur le plus important. Ouais, c'est clair. Voilà, l'influence elle est énorme. Donc oui, pour être fan de Chelsea, je l'ai vu avec ce que demande Maresca. La différence entre un Sanchez et un Jorgensen, elle est énorme dans l'influence dans le jeu. Un Sanchez qui est un peu moins à l'aise au pied, vous le voyez tout de suite, les coups de casquette qu'on ramasse, etc. Donc, si tu es un entraîneur de processus qui adore ce genre de choses et qui est pas pragmatique, c'est l'éternel débat Menotti-Bilardo. S'il n'est pas pragmatique et qu'il se dit pas ok, mon gardien est nul au pied, je vais jouer long. S'il veut jouer comme Maresca, Guardiola et tous ces gars-là, ton gardien est extrêmement important. C'est clair. Dernier sujet, on va venir sur la polémique de Paulo Fonseca à Lyon. Je rappelle les faits, donc lors d'un match, Fonseca persévère, crie à la face, donc vraiment au visage contre visage contre un arbitre qui lui met rouge. Et suite à la décision, si je ne me trompe pas, la LFP lui inflige donc une sanction de 9 mois d'interdiction de terrain. Donc on parle aussi d'interdiction de vestiaire. Donc voilà, il doit coacher depuis les tribunes jusqu'en novembre. Juste vraiment pour être actuel, il s'est exprimé sur le sujet, il comprend pas. Il dit que le plus important c'est qu'il ait le soutien du club, des joueurs, des équipes et que ça n'empêchera pas de continuer à travailler mais qu'il comprend pas, etc. Toi, tu jettes ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Alors je vais pas faire que des amis là-dessus, mais c'est totalement mérité. C'est totalement mérité et je sais que beaucoup de ça. C'est totalement mérité, 9 mois. Pour moi c'est totalement mérité. T'es un entraîneur de football professionnel, c'est-à-dire que tu gagnes énormément d'argent pour ce que tu fais, tu es vu, tu es un exemple. Déjà nous, à notre niveau amateur en Suisse, on nous demande d'être un exemple. C'est une des premières choses qu'on vous demande en tant qu'entraîneur, c'est le calme, c'est attention, gérez votre équipe, gérez vos nerfs, gérez avec l'arbitrage, même s'il est mauvais. Et encore une fois, on parle de... Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'arbitrage sur l'arbitrage, il y a beaucoup de débats sur l'arbitrage en France en ce moment, mais très honnêtement, le niveau des arbitres en général, que ce soit dans les 5 grands championnats, il est excellent. Il faut vous dire que c'est aussi un poste qui devient de plus en plus dur avec l'évolution du football. Je pense que leur taux de réussite est élevé. Avant la VAR, ça tournait autour entre 96 et 94% de réussite, de bonnes décisions. Je pense aussi qu'il faut qu'on se calme avec ça. Je pense aussi qu'on devrait laisser les arbitres faire des erreurs parce que ça devient inhumain. Moi, quand je vois des hors-jeux à un pouce, un doigt de pied, ou par exemple pour Suarez, les dents hors-jeu, comme diraient les Anglais, moi, ça me saoule. Voilà. J'ai plus envie de voir ça. Attention, parce que là, il faut quand même que je te donne mon avis. Paulo Fonseca, parce que certains vont dire que je fais du favoritisme, absolument pas, il est portugais, force à lui. Mais voilà. Mais Paulo Fonseca fait ce qu'il fait, il a pas à le faire, c'est un exemple. Les jeunes le regardent, c'est un coup de sang. On parle pas. Alors, tu vas me dire, il y a toujours plus grave, mais il n'a pas touché l'arbitre. Il l'a pas tapé, il l'a pas, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est bon quoi. Tu vois, je veux dire, il a eu un coup de sang, il a gueulé. 9 mois, je trouve que c'est quand même un tout petit peu exagéré. Alors, moi, je suis d'accord avec le 9 mois à partir du moment que tu appliques ça à toute la Ligue. Parce que je veux juste prendre quelques exemples. Là, je vais parler de la Liga, vu qu'ils font comparer les pommes avec les pommes, comme diraient les Suisses allemands. Christophe Galtier à Nice, je réitère pas les propos qu'il dit sur les joueurs africains, absolument aucun problème. Le responsable de Marseille qui crie à la caméra corruption, aucun souci. Donc au bout d'un moment les gars, soit on applique, soit il y a des doubles standards et à ce moment-là ça va plus. Parce
que tu peux pas. À ce niveau-là, ouais. Ah, mais c'est ça, tu peux pas être. Je suis d'accord avec toi. Il y a un double standard, parce que tu parles de Pablo Longoria. Ben oui, évidemment qu'il y a un double standard, puisque Pablo Longoria fait partie des mecs les plus influents dans le football français aujourd'hui. Forcément qu'il y a peut-être du favoritisme. J'en sais rien. En tout cas, je vais pas. On parle de fait là. Oui. Par la caméra, on dit corruption. Donc ça veut dire que tu. Oui. Donc là, t'as su que la LFP paye les arbitres qui a de la magouille dans l'air. L'autre, il gueule, voilà, parce qu'il a pris un carton, machin et tout. 9 mois. Non, mais je sais pas si on se rend compte. Même dans le code civil, tu fais des trucs de fou, t'as pas 9 mois. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, mais le truc, c'est que c'est pas. Pour moi, l'erreur, elle se situe pas avec Fonseca. Pour moi, l'erreur, elle se situe dans les autres que tu as cités. Ne pas les punir, ça, c'est une erreur. Punir Fonseca, c'est tout à fait logique pour moi. Complètement logique, et oui. Mais 9 mois. Malheureusement pour lui, encore une fois, j'ai pas envie d'accuser le football français ou les instances ou qui que vous soyez, parce qu'on sait pas qui dirige là-bas, mais qui que vous soyez, j'ai pas envie de vous manquer de respect, mais oui, on sait que les entraîneurs étrangers qui viennent en Ligue 1 ont beaucoup de problèmes. Luis Enrique, maintenant, il est considéré comme une star absolue parce que il le mérite, hein, mais bon résultat. Au tout début, moi je me rappelle qu'il était extrêmement critiqué alors qu'il fait pas moins bien que d'autres, qui étaient notamment Galtier ou des choses comme ça. Il y a peut-être ça aussi un petit peu. Maintenant, on va pas crier à la carte du ah ouais le racisme, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau du mec qui débarque en France, qui fait une erreur comme ça parce qu'il est chaud bouillant et puis qu'on lui met 9 mois. Vous savez quoi? Vous savez, je vous dis cache les gars, ce podcast là on dit ce qu'on pense. Donc comme faire des amis ou pas des amis, je vous le dis la vérité. Des fois la Ligue 1 je la comprends pas. Il y a encore des entraîneurs comme Comboiré qui traînent à tous les clubs, ils mangent à tous les râteliers. Il y a pas de renouveau. Non mais si, je dois le dire, il y a pas de renouveau. Les gars, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est bon. Mais là, le 9 mois, là, je trouve que c'est un tout petit peu abusé. Un tout petit peu de clémence, un tout petit peu d'humanisme, je dirais. À qui ça n'est jamais arrivé de dépasser les limites, de crier ou d'avoir un mauvais geste ou d'avoir un mauvais comportement. Je suis pas en train d'excuser, je suis pas en train de justifier, je dis juste que la sanction elle est un tout petit peu exagérée quand même. Mais bon, bref. Alors, je vais faire le mec qui ramène la couverture à lui, hein, parce que voilà, il faut quand même un peu s'auto-congratuler, comme on dit. Mais par exemple, moi, depuis que j'entraîne, j'ai jamais eu un seul carton. Voilà. Donc oui, ça peut arriver effectivement. C'est faux. On peut être un caractère fort, j'ai jamais eu un seul carton. C'est faux. Je sais duquel tu parles. Ok, je sais. Non mais c'est pas moi. C'était pas moi. Et pour de vrai. Voilà. Pour clore le débat, franchement, je trouve que ce qui est pas normal, c'est ce que tu as cité, c'est-à-dire qu'il y a un double standard, il y a des gens qui sont punis et pas d'autres, donc du coup tu perds de la cohérence. Mais on le répétera jamais assez, il faut protéger les arbitres, ils sont de plus en plus mis en difficulté, ils sont de plus en plus contestés, c'est de plus en plus d'actions. Voilà, faut protéger les arbitres, ils sont excellents, peut-être pas toujours, ça arrive aussi les gars, même vos joueurs préférés sont pas performants à tous les matchs, c'est normal, ça arrive, d'accord? Donc calmons-nous, Fonseca, il va être en tribune dans la loge VIP, il n'y a pas de souci, on se fait pas de souci pour lui, il aura son petit micro, il pourra discuter avec son adjoint, donc il n'a pas totalement disparu et il est là en entraînement, on le sait, le travail se fait pendant la semaine, le week-end, bien sûr, c'est autre chose. Bah écoute, moi je te propose qu'on passe donc au sujet spécial du podcast qui est, nous on a choisi de parler de PSG Liverpool et de Liverpool PSG étant donné que les deux matchs ont été joués. Et puis on y va tout de suite. Allez, c'est parti. 3 for me and 2 for them. Respect. More than you believe. More than you believe, I'm happy. You aren't showing it. I'm so happy, believe me. I'm so happy. Happy New Year. Estar disponible para el partido de Ipswich. Sujet spécial PSG Liverpool. Alors, on a choisi ce sujet-là parce que je pense qu'il y avait énormément de trucs à dire par rapport à ce match. Tu connais très bien les deux clubs. Juste. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, bien sûr qu'on peut dire ça. Tu les connais très bien. Je veux dire, tu t'informes énormément sur le PSG, tu t'informes énormément sur le Liverpool. Je pense de toute façon que c'était un match qui était à voir. On va essayer de splitter le sujet en deux parties. Donc il y avait le match aller et le match retour.
Donc on commence par le match aller, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors d'abord, j'aimerais préciser que oui, je suis énormément des deux clubs, mais pas pour les mêmes raisons. Il faut savoir que je suis un des plus grands détracteurs du PSG, pas pour les supporters ou pour l'équipe en elle-même, pour les gens qui ont ce club et qui font n'importe quoi avec. À l'intérieur, en interne, c'est une catastrophe absolue. Dédicace à Romain Molina qui leur met le nez dans leur propre... voilà. Parce que oui, il faut le dénoncer, c'est quelque chose. On peut pas jouer avec un aussi grand club en France, faire n'importe quoi et prendre les gens pour des cons, excusez-moi l'expression. Liverpool, par contre, voilà, grand club en football anglais. Je suis fan de Chelsea, donc je suis obligé d'être un peu calme avec ça. Mais Liverpool, dans le monde du football, est quand même un pilier absolu. C'est quand même une équipe qui nous fait rêver depuis des années. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. C'est pas pour les mêmes raisons, mais je suis. Oui, non, mais d'accord. Le match aller maintenant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est là où je viens de nouveau pas me faire des amis. Des gens diront que le match est volé, que Elliott marque. C'est l'occasion de Liverpool et. Ouais, c'est un peu un hold-up, quoi. C'est un peu hold-up. Voilà. Alors certes, évidemment que dans les apparences c'est ça. Maintenant, j'aimerais aussi louer l'efficacité, parce qu'à ce niveau-là, oui, c'est aussi ça qui fait la différence. La résilience. Il y a une équipe qui s'appelle le Real Madrid. Il y a quelques années, ils ont gagné une Champions League en étant résilients. Donc oui, ça peut vous gagner des matchs, ça peut vous gagner des championnats, ça peut vous gagner énormément de choses d'avoir une équipe aussi résiliente et aussi efficace et létale. Maintenant oui, c'est clair, moi. Malgré le fait que je sois un détracteur de Paris, avouons une chose. Ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, à l'heure actuelle, et on en est qu'au début du processus. Waouh! Il fait plaisir. Wow, avec fantastique. Busquets, Dembélé, Gonzalo Ramos, Vitinha, João Neves, c'est quand même une équipe. Est-ce que alors, voilà, c'est pas vraiment le débat, mais petite question, est-ce que tu les vois gagner la Champions ou est-ce que tu crois qu'ils sont est-ce qu'ils sont capables de le faire? Évidemment. Je pense que c'est une des équipes de Paris les plus cohérentes depuis très longtemps. Vraiment, Luis Enrique. Et ça, j'aimerais revenir dessus, encore une fois, il a été beaucoup critiqué au début par la presse française. Excusez-moi de vous le dire, j'étais extrêmement triste qu'il signe pas à Chelsea, parce que c'était en balance entre les deux clubs. Et maintenant, on voit pourquoi. Non, mais on voit pourquoi. C'est quelqu'un qui est capable, oui, j'ai pleuré pendant longtemps, mais c'est quelqu'un qui est capable d'amener des joueurs qui ont peut-être pas l'exigence qu'il faut avoir à un niveau stratosphérique. Et là, on en est qu'au début, les gars. On n'a rien vu encore du Paris Saint-Germain, je pense. De cette équipe du PSG, c'est le début du processus et c'est déjà excellent. En tout cas, tant qu'on le laissera travailler, quoi. Tant qu'on le laissera travailler. Et c'est peut-être ça où on a de la chance, c'est que pour l'instant, on a l'air de dire à Paris, laissons-le faire. Ce qui me fait peur à moi, c'est que dans un processus aussi long, bien sûr, évidemment, let him cook. Mais ce qui me fait peur, c'est que dans un processus aussi important à mettre en place au Paris Saint-Germain, qui prendra du temps, il y aura certainement des creux de la vague. Qu'on lui dise aussi, voilà, on te laisse pas finir le boulot, mon gars, au revoir, merci. Ça, je crains le plus parce qu'on sent là qu'il y a quelque chose à faire, on sent là qu'il y a vraiment du potentiel dans cette équipe, notamment dans ce match aller où ils ont dominé et ils ont été vraiment excellents. C'était du très beau football et j'ai personnellement beaucoup aimé. Je finis là-dessus, c'était la première fois depuis longtemps que je me hype pour une équipe du PSG. Voilà. Alors, heureusement que ce podcast est enregistré, les gars, parce que les gens qui connaissent Profet et qui croient qu'il aurait dit ça, jamais de la vie. Voilà, jamais de la vie. Donc, ça fait extrêmement plaisir qu'on enregistre ce qu'il vient de dire. Le match retour, Liverpool-PSG, Anfield, stade mythique, équipe mythique. Et malgré tout, ils se font caca aux culottes, hein, on va parler français. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces Liverpool? Qu'est-ce qui s'est passé pour Liverpool? On parle quand même d'une équipe en Angleterre qui domine tout, c'est dur à dire, parce que comparons ce qui est comparable, mais qui à l'heure actuelle, si ce n'est pas le meilleur, en tout cas un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Mais il finit premier des qualifs. Oui, bien sûr. Je pense simplement que le PSG, que Luis Enrique, au niveau de son plan, au niveau de ce qu'ont produit les Parisiens, dans les idées de jeu, ont simplement outplay Liverpool. Il faut l'accepter. Ils ont été meilleurs. Ils ont une capacité offensive, le PSG, qui est hallucinante. Vraiment du talent à tous les étages, c'est fantastique. Et je pense simplement qu'ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas à une aussi grande concurrence. Notamment face à Paris, qu'on considère toujours comme en manque de rythme à cause de la Ligue 1. Non, à moins ce qui est le cas, ils se sont fait outplay, aller, retour. Le PSG mérite
sa qualif. Ils ont été solides mentalement parce que au tir au but, on va dire oui, mais les Anglais au tir au but ils gagnent jamais. Oui, mais Liverpool, on s'en rappelle tous d'une certaine séance de tir au but en Champions League. C'est pas leur cas. Ils peuvent gagner au tir au but. Et le PSG a été solide. Et ça, c'est nouveau. Que le PSG soit solide mentalement, c'est nouveau. Et c'est ce qui a certainement changé. On a vu pas mal d'images. C'est un peu ça qui est fou parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait dans la rubrique de tout à l'heure. C'est qu'il te faut un bon gardien pour jouer des grands matchs. Et Donnarumma a juste été impérial. Enfin. Non mais bon. Enfin. Non mais. Non mais enfin. Non. Non parce qu'à un moment donné, oui, alors oui. Le gars, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans qu'il est là, on sait plus. Et enfin, on peut dire Donnarumma, il était impérial ce soir. Enfin. Enfin, c'est le moment. Il a un immense talent, il a fait le taf. Donnarumma, voilà, il s'est fait trouer quelques fois, mais voilà, je pense que c'était quand même de mauvaise foi de douter de sa qualité. En vrai. Et il y a beaucoup de gens qui sont descendus du bus. Après, je pense que. Beaucoup de gens qui sont descendus du bus. Oui, c'est vrai. Mais moi le premier. Je suis descendu du bus. Mais voilà, on avoue, hein. Il a été excellent, il a fait son match. Il a aussi un âge qui est. Enfin, il a été très. Donnarumma, il faut quand même remettre en contexte. Il joue à Milan, je crois à 17 ans ou 18 ans, je sais plus maintenant. Quand il débarque en première, c'est extrêmement jeune pour un gardien, il avait pas d'expérience. Donc je pense qu'on oublie un peu la jeunesse de ce garçon. Au niveau des gardiens, il est extrêmement jeune pour un gardien. Malgré sa calvitie, malgré sa calvitie, il est extrêmement jeune encore. Ouais. Et voilà, ça fait partie de l'expérience à prendre. Bravo au PSG, bravo à Donnarumma, bravo à Luis Enrique. C'était fantastique, ça nous a fait plaisir, c'était beau à voir. Voilà. C'est un peu résumé. Maintenant, si vous le posez un peu plus, on n'aura pas le temps là tout de suite. On le fera peut-être dans différentes rubriques. Il faudrait creuser tactiquement parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé. On va pas pouvoir parce qu'on n'a pas le temps, mais il faudrait creuser tactiquement parce que ce PSG du Luis Enrique, il faut s'y intéresser. C'est très intéressant à voir. Vraiment. Complètement d'accord. Alors, je te propose qu'on passe justement à la conclusion de notre podcast pour aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de rajouter encore quelque chose sur le sujet? Alors, c'est bon pour moi. Désolé, je m'hydrate parce qu'on parle beaucoup. Bien sûr, parce que bien sûr la salive très très fort, bien sûr, évidemment. Surtout, j'ai du mal à l'avaler. J'ai pas arrêté de porter au nul le PSG, ce qui est extrêmement étonnant. Effectivement, ça racle la gorge, je comprends, bien sûr. Tout à fait. Ouais, mais soyons honnêtes, voilà, c'est tout de suite la conclusion. Merci beaucoup de nous avoir suivis les gars, ça nous a fait super plaisir de faire ce podcast. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, vraiment à nous suivre sur les réseaux, suivre Instagram, Revue Foot 26, sur YouTube, Revue Foot 26, toutes les plateformes, essayez vraiment de nous suivre, de nous donner la force, je vais y arriver. Fin d'émission, je suis fatigué. Nous donner la force, d'essayer de nous suivre, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse grandir ce projet avec vous. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire des commentaires, des DM, slip into my DM, bien sûr, comme dirait Puff Daddy, pour... D'accord. Non. Voilà, c'était la fin de Revue Foot 26, merci pour le dérapage, c'est terminé. Pour donner plus de sujets pour les prochaines fois, vraiment les gars, donnez la force, activez la cloche, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux. Et en tout cas, ça nous a fait super plaisir. Est-ce que, un petit mot de la fin pour cette émission? Moi j'adore ça, j'adore faire ça, c'est vraiment un plaisir. N'hésitez pas les gars à mettre dans le commentaire à Claudio, mettez-lui, on veut parler tactique, on veut que ce soit un tout petit peu plus long pour parler tactique, ça me fera extrêmement plaisir. Et à la fin de 3 podcasts, vous serez donc des professionnels des statistiques et vous pourrez travailler à Midtjylland. Excuse-moi. Midtjylland. Ouais. Prononçons correctement les noms quand même. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis les gars. Nous, on vous souhaite tout de bon. Merci encore de nous avoir écoutés. Et on attend fort votre force pour les prochaines fois. À plus.